Une histoire particulière. 24 avril 1993, 3 heures du matin, Max Valentin enfouit dans un lieu connu de lui seul un coffre renfermant une chouette en bronze. Le livre qu'il publie dans la foulée avec le sculpteur Michel Becker permet de trouver l'endroit. Celui qui viendra à bout des 11 énigmes trouvera la statuette et pourra l'échanger contre l'original, une chouette toute d'or, d'argent et de diamants, d'une valeur d'1 million de francs de l'époque. Tel est le décor du documentaire de ce week-end, raconté par Romain Weber et Assia Khalid. Vous êtes-vous précipité sur les énigmes pour les solutionner? Vous imaginez-vous le premier à découvrir le lieu de la cachette de la chouette? Le mystère est total. Peut-être une clé dans le second épisode? Ce serait chouette, non? Moi, ce que je sais de la chouette d'or, c'est que je l'ai vue. Je l'ai vue à la télé. Il y a des membres participants, des fois, aux chouettes fêtes, qui l'ont même touchée, qui sont passés à la télé aussi. Donc la chouette d'or, elle existe. Bon, voilà, celle que tout le monde convoite, celle que vous vouliez voir, elle est là. Je l'ai fait venir pour vous. Alors, vous pouvez voir tout ce que je vous ai expliqué, à savoir les ailes en or sur le dessus, et puis toute la partie en argent qui correspond donc au moule principal. Cet argent ayant été largement meulé et enlevé sur le dessus des ailes pour y mettre ces pièces en or. Et voilà le masque en or de la chouette d'or, avec ses yeux en citrine, son bec en onyx et les 500 petits diamants qui parsèment donc sa face. Voilà, la bête. La chouette d'or, ou le trésor volatile. Assia Khalid, Romain Weber. Deuxième partie, un trésor pour l'éternité. Michel Becker, où est-ce qu'elle est la chouette d'or, la vraie? Bon, ça dépend des moments. Elle bouge un peu, elle apparaît parfois, elle disparaît à d'autres. L'objectif étant que personne, ni même vous, ne sache jamais vraiment où elle se trouve, on est bien d'accord. C'est une question de sécurité. Il ne vous aura pas échappé qu'elle attire quelques convoitises. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais, quelqu'un pourrait vouloir s'en emparer. Et puis au final, je pense que le meilleur gardien de la chouette, c'est moi. Donc la chouette est en sécurité. En 2008, l'août, la communauté des chouetteurs apprend que la chouette d'or n'est plus en sécurité. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a eu des éditions, c'était Lafon, qui ont fait faillite. Et c'était eux qui s'occupaient de payer le coffre où était cachée, si on peut dire, la chouette d'or, puisque nous, ce que nous cherchons, ça n'est qu'une réplique, hein, un leurre. C'est une chouette en bronze, mais c'est quand même le but, c'est quand même la chouette d'or. Et dans la mesure où ils ont fait faillite, eh bien, le liquidateur judiciaire a pris la chouette d'or. Donc ça a été très, très difficile de réussir à la récupérer. Cette chouette, enfin, était donnée par le tribunal. Le tribunal a accepté de donner cette chouette au chouetteur. Et malheureusement, il y a eu une erreur. Elle a été remise au concepteur. Michel Becker. Michel Becker, oui. C'est lui qui a donné la chouette elle-même, qui l'a créée. C'est le créateur. Donc je veux dire, il n'est pas pour rien dans l'histoire. C'est vraiment quelqu'un qui est important pour nous aussi. Mais là, on n'était pas tout à fait d'accord que c'est celui qui la récupère. Voilà. Ça a posé quelques problèmes. On n'en avait jamais entendu parler. Il ne semble pas. Quel problème? Il y a eu des problèmes d'éditeurs. Il y a quand même eu 3 faillites d'éditeurs dans l'histoire de la chouette d'or. Il y a eu des tas de péripéties, oui, effectivement. Et qui m'ont conduit, malgré moi, à me retrouver plus que pris dans des procédures à l'origine desquelles je n'étais pas du tout, pour pouvoir notamment récupérer la chouette d'or qui avait été saisie. Oui. Max Valentin, auteur de La Chasse. Dès le départ de cette chasse, on m'a dit, ne montre pas ta tête, aujourd'hui on égorge une vieille dame dans la rue pour 100 francs, imagine ce qu'on pourrait te faire pour 1 million. Effectivement, j'ai eu des messages un peu biscornus, du style, je vais essayer de savoir qui vous êtes et je vous arracherai les solutions aux énigmes.
On sait que Max Valentin, c'est un pseudo, et que derrière ce pseudo se cache une personne qui s'appelle Régis Hauser. Quelle vision ont de lui les chouetteurs ? Ils ont la vision qu'on peut avoir d'un père fondateur, en quelque sorte. Il y a d'abord Patrick Schmoll, anthropologue et chouetteur. De respect pour quelqu'un qui a conçu cette chasse centrale. Et puis, très rapidement, comme toutes les figures idéalisées, elles suscitent des sentiments qui peuvent être très ambigus, quoi. Il y a eu des gens qui l'ont qualifié sur les forums d'escroc, d'imposteurs, qui dit ouais, la chouette n'est pas là où elle devrait être, les encodages sont tellement pas bons que c'est la raison pour laquelle on les trouve pas. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, contrairement à 93, on a des éléments d'information sur qui est Max Valentin. À l'époque, comme on ne savait pas, on pouvait se poser des questions. Est-ce que c'est un égocentrique, un loufoque? Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt carré, de minutieux? Est-ce qu'il est intelligent, astucieux? Comment sont ses énigmes? Et puis, au fil du temps, il a sorti d'autres chasses et on a pu prendre connaissance de ses solutions. C'est des véritables bijoux intellectuels, d'astuces, de culture générale. Et donc, on a pu comprendre que Max Valentin était un érudit. Mais Max Valentin était aussi un homme extrêmement habile, rusé, capable de tromper les gens, d'orienter leurs pensées, de les induire en erreur. Il en avait non seulement la capacité, mais c'en était un professionnel, un expert. Il en a fait son métier pendant des années. Régis Hauser, donc, qui agit sous le pseudonyme de Max Valentin, la plupart des chouetteurs ne l'ont jamais vu. Vous, Michel Becker, vous avez travaillé avec lui. Oui, qui est-il, cet homme ? Régis Hauser, au départ, était consultant marketing et quand j'ai découvert son savoir-faire, ses compétences, j'ai écouté un peu tout ce qu'il disait à la fois aux sponsors et tout ce qu'il m'expliquait à moi pour me circonvenir d'adhérer à sa chasse au trésor. J'ai pensé que j'avais affaire à un gars qui connaissait son business et qui était surtout intéressé par la rentabilité de l'opération et qui savait bien où il voulait aller. Et puis j'ai pas été déçu, d'ailleurs, le concernant. J'ai pas changé d'avis là-dessus. Concernant le sponsor et moi, c'était une aventure entre copains, c'était un projet entre deux mecs un peu mégalos. Lui, il voulait monter une marque mondialement reconnue. Moi, je voulais être mondialement reconnu. Donc on était tous les deux très embarqués dans nos idées, dans nos perspectives et dans nos ambitions. Et puis là, lui, je parle de Régis Hauser, est repassé sur le registre consultant marketing qui vendait des chasses au trésor à des clients. Il voulait cette fois faire du business avec les chasses au trésor. Il voulait vendre d'autres chasses au trésor. Alors je sais qu'il y a eu Microsoft, il y a eu des choses comme ça. Voilà, il a refait une chasse qui s'appelait TH 2001, chasse internationale, mondiale, etc., avec une dotation d'1 million d'euros. Je connais personnellement les gagnants de cette chasse. Et le trésor d'1 million d'euros, ils en ont tiré 30 000 euros et ils ont eu du mal. Comment est votre relation, Michel Becker, avec les chouetteurs ? Alors, quand vous parlez des chouetteurs, vous parlez de qui ? De l'association A2CO, parce que les chouetteurs, les chercheurs, les participants au jeu, il y en a un peu partout. Ceux qui sont hors A2CO ne se baptisent pas chouetteurs. Chouetteur, c'est déjà le vocabulaire de moi je dis, la secte A2CO. Pourquoi la secte A2CO ? Pourquoi la secte A2CO ? Parce que c'est un petit monde fermé où on a des convictions, des certitudes et surtout où le rôle de grand prêtre, de grand maître de la chasse au trésor, le grand maître des énigmes, le Deus ex machina, c'était dans leur esprit Régis Hauser et que moi, fallait surtout pas que j'y touche. Quoi que je dise, ça allait contre leurs convictions et c'est là où je dis il y a une attitude un peu sectaire par rapport à ça. Oui, c'est clair. On s'est créé un jargon. Laios. Tout un listing de mots qui sont compréhensibles qu'entre nous. Et donc, parti de là, faut faire attention aux dérives sectaires parce que au-delà du mot communauté, il y a d'autres chercheurs qui emploient d'autres termes en vénérant Max Valentin, c'est un dieu, ils lui ont donné tous les attributs possibles. Voilà, donc faut faire attention, faut pas tomber dans des travers comme ça non plus. Le jeu doit rester un jeu avant tout. Voilà. La première fois, moi, que j'ai rencontré les chercheurs, c'était pour les 10 ans de la chouette.
Jusqu'alors, je n'avais pas de contact avec les chercheurs, et quand je suis allé à Bourges, je les rencontrais, j'ai été ahuri de voir leur degré d'implication, le temps qu'ils y consacraient, et à quel point leur esprit était monopolisé. C'était presque à un stade déjà addictif, quoi, pour certains. Ils en ont fait un gourou de leur Max Valentin, quoi. Ah oui, mais complètement. D'ailleurs, on se fait des petites soirées, on met une chouette en carton au milieu, puis on danse autour. Hein, c'est luxe. Puis quand il y en a un qui pense avoir trouvé la solution, ben on fout le feu à la chouette et puis on le balance au milieu, le mec. Donc non, mais dérive sectaire, non. Je pense que il y a des cas spéciaux qui ont du mal à prendre du recul, justement, par rapport à cette chasse au trésor. Et je pense que c'est ces gens-là qui peuvent imaginer que c'est sectaire. Mais des gens qui sont équilibrés, et tout le monde ne l'est pas. Hein. Ça arrive, hein. On discute avec des gens, on se dit, oula. Moi, ça m'est arrivé de me dire, la personne on sent qu'il y a un petit souci, quoi. Donc à partir de ce moment-là, oui, je pense qu'on peut appeler ça de dérive sectaire. Mais sinon, non, pas dans la dérive sectaire. Et d'ailleurs, souvent, le président, à juste titre, le rappelle dans ses messages, ça n'est qu'un jeu. Et il faut que ça reste un jeu. Bonjour. Cette date de la nuit du 23 au 24 avril 1993, qui était déjà bien ancrée dans nos mémoires, le restera à jamais, car c'est dans cette même nuit de jeudi à vendredi, du 23 au 24 avril 2009, que Max Valentin nous a quittés brutalement. De son vivant, hélas, il n'aura pas eu la chance de voir la fin de la quête, mais maintenant, il vous guidera de tout là-haut, et il sait qu'un jour vous lui ferez honneur à sa créativité, honneur à son intelligence, en élucidant enfin le mystère des énigmes de la plus belle chasse au trésor de tous les temps. Amitiés attristées. En avril 2009, oui. Il y a eu une terrible nouvelle pour la communauté des chouetteurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Absolument, on apprend tout à coup que le concepteur est décédé. Max Valentin est décédé. On se sent orphelin, tout simplement. Et alors, on apprend son nom, parce qu'on ne le connaissait pas. Il s'appelle Régis Hauser. Puis ça a été un peu bloqué, sa famille a fait un peu bloc pour qu'on ne les embête pas, c'est normal, sinon il y aurait toujours eu des gens pour leur écrire, pour leur téléphoner. Bon. Donc voilà, on en est là, c'était donc le concepteur. Et puis on continue en espérant que rien n'a changé, que le jeu a toujours suivi son cours. Et puis pour nous, de toute façon, il suit son cours, il n'y a aucun doute là-dessus. Lout, je vous sens très ému oui. En parlant de la mort de Max Valentin. Oui. Bien sûr, puisqu'on avait l'habitude de parler avec lui. Donc c'était devenu un copain. Voilà. En principe, il a donné à son gendre les réponses de la chouette. Et son gendre les aurait portées chez un huissier de justice. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Écoutez, moi j'ai rencontré l'un des représentants des héritiers. Je lui ai proposé qu'on se voie, on a déjeuné ensemble, on a discuté. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est j'ai les solutions. Alors déjà, j'ai été très surpris. Il m'a dit j'ai les solutions. Régis Hauser me les a confiées il y a longtemps. Voilà, elles sont dans mon coffre à la banque. Et d'après moi, c'est trouvable. Bon comment vous interprétez ça ? Moi, je me suis dit, il a regardé, il le sait, ou il sait quelque chose. Voilà. Alors depuis, il s'est bien gardé de confirmer. Quand il a été interrogé, notamment par la 2CO, il a dit non, j'ai jamais dit une chose pareille. Bon, voilà, on en reste là. Mais je pense que effectivement, les solutions, donc je pense, de manière certaine, elles sont entre les mains des héritiers de Régis Hauser, de ses ayants droit, ça c'est sûr. Et puis je pense que dans les éléments écrits qu'il a laissés avec, ou les éléments numériques, il y a des choses qui ont été regardées, oui, pour qu'on puisse. Parce que ce qui est très curieux, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que à mes tentatives de remettre le jeu sur les rails, c'est-à-dire de vérifier l'emplacement de la cachette, de pouvoir affirmer à des gens, vous pouvez y aller, vous pouvez chercher, la solution existe. À ces tentatives-là, je me vois opposer une fin de non-recevoir des héritiers Hauser qui veulent pas sortir les solutions, qui veulent pas me les confier, et qui ont l'air certains que tout est bien.
Donc s'ils sont certains que tout est bien, c'est qu'ils ont dû vérifier quelque chose, ou alors ils s'assoient sur des certitudes qui sont pas les leurs, ils font confiance à quelqu'un qui est plus là, et là il y a un petit risque. Tout est flou, rien n'est certain. Champy, est-ce qu'on peut être sûr à 100% que Max Valentin a enterré une chouette? Ah bah non, ça on peut pas en être sûr. Il y a beaucoup d'éléments qui nous laissent quand même à penser qu'il l'a fait. Il y a un règlement du jeu, il est question d'un huissier de justice aussi chez qui on a déposé une enveloppe de solutions. Et puis, c'était aussi son gagne-pain. Lui n'avait aucun intérêt à ce que le jeu s'éternise. Autant c'était nécessaire pour lui que le jeu ne s'interrompe pas et qu'il ne soit pas trouvé assez rapidement, mais pour se faire connaître, il avait aussi besoin que sa chasse soit trouvée, enfin pour trouver d'autres sponsors pour réaliser d'autres chasses au trésor. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça. Parce qu'après tout, son intérêt, c'était qu'on le trouve assez rapidement en plus, 14 à 18 mois, puisque ça lui aurait fait de la publicité. Ça aurait fait de la publicité aussi à Michel Becker. C'était leur but à tous les deux. Je suis peut-être une gogo, hein, mais non, je ne crois pas. Je pense qu'il avait fait d'autres chasses déjà. Et chaque fois, il avait enterré le trésor. Pourquoi juste à celle-là, il ne l'aurait pas enterré ? « 3615 Max Val. Mon frère, ma mère, ma fiancée me disent que la chouette n'existe pas et que votre jeu n'est qu'une arnaque. Avez-vous une preuve à leur fournir ? Pensez-vous vraiment que 2 huissiers se prêteraient à une arnaque ? J'étais seul lorsque j'ai enterré la copie en bronze, justement afin qu'on ne puisse pas me demander par la suite « Comment pouvez-vous être sûr que votre témoin ne l'a pas déterré ?» Et pourquoi fabriquer une chouette en métal précieux et immobiliser pareille somme à jamais dans un coffre ? Ce n'est pas très raisonnable. Mais toutes ces objections tomberont quand elle aura été trouvée. Vous verrez bien. Amitié, Max. Devin, on est 26 ans après le début du jeu. La contremarque en bronze a peut-être été déterrée par quelqu'un qui ne s'est pas manifesté. Peut-être qu'il y a un parking, un supermarché qui s'est construit dessus. Quelle garantie aujourd'hui on a que le jeu soit encore faisable ? D'abord, moi je passe mon temps à chercher, à résoudre des énigmes. J'ai pas le temps d'imaginer qu'est-ce qui a pu se produire. Devin, chouetteur. Et qui expliquerait pourquoi on n'a pas trouvé. Non. A priori, Max Valentin avait affirmé, quand on lui posait la question, vous êtes sûr que la zone où est enterrée la chouette fait partie du domaine public, Max Valentin répondait, oui, c'est une zone publique et elle leur restera au moins encore pendant 10 ans. Voilà. Bon, il ne pouvait pas s'engager au-delà, mais c'est clairement du type forêt domaniale comme zone d'enfouissement de la contremarque. Est-ce que c'est possible d'envisager que le jeu ait été mal fait dès le départ, qu'il y ait des problèmes, que ce soit pas faisable ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas dans la mesure où je pars d'un point que beaucoup de personnes ont trouvé comme Bourges et que j'arrive à ce qu'on appelle un pile-poil. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de trouver depuis le début parce qu'on ne comprend pas comment on peut arriver à trouver un point précis. Et puis là, moi, j'arrive à en trouver un. Ça ne veut pas dire qu'il soit juste. Hein. Ça veut dire que j'ai un raisonnement qui me permet de trouver un point précis à la fin. Maintenant, il y en a d'autres qui vont trouver des points précis aussi. Et ça sera comme moi, ça sera juste ou faux. Pour l'instant, ça a été faux pour tout le monde, puisque personne n'a encore trouvé la chouette. Moi, j'attends depuis le mois d'août l'année dernière pour aller sur ce pile-poil, mais il a fallu faire autre chose avant. Donc, je ne suis pas encore allée, mais je compte y aller dès que ça ira, dès que je pourrai. Comment est-ce qu'on trouve la motivation pour chercher une chouette de 50 cm d'envergure sur tout le territoire français, une chouette qu'on cherche depuis 26 ans et dont on n'est même pas tout à fait sûr qu'elle soit enterrée? On se prend au jeu parce que Laios. Il y a un côté mystique, un côté mystérieux autour de ce jeu, hein, parce qu'il y a une histoire. C'est historique cette chasse. On peut pas lâcher comme ça. On lâche pas quelque chose, on n'est pas des lâcheurs. Personne n'a trouvé la chouette parce que d'abord je trouve que c'est très difficile. Personnellement, par exemple, une fois que j'ai réussi à résoudre les 11 énigmes, je trouve un système qui me permet de faire 2 autres lectures
des énigmes, c'est-à-dire 2 autres niveaux de lecture, alors que pour d'autres personnes, ça n'existe pas, ces 2 niveaux. Moi, je pense que si on ne fait qu'un seul niveau de lecture, on ne peut pas arriver au bout, honnêtement. De plus, Max a rajouté des fausses pistes. Et je vous assure qu'entre celles qu'on se fait tout seul, il y en a déjà pas mal, et avec celle de Max, n'en parlons pas. Il y a 26 ans, quand la chasse au trésor commence, est-ce que vous vous attendiez à ce que ça prenne cette ampleur? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que je l'ai fait. J'avais envie qu'on en parle, j'avais envie qu'on parle de moi, j'avais surtout envie qu'on parle de ma peinture. Voilà, oui, j'envisageais bien que ça puisse prendre une ampleur comme ça. Et puis, comme vous le dites, c'était il y a 26 ans, donc j'avais 43 ans, j'étais plein d'ambition et d'enthousiasme. Financièrement, votre bilan sur la Chouette d'Or, est-ce qu'il est positif ou négatif? Là, c'est le côté où j'ai toujours su rester jeune. C'est-à-dire, j'espère encore qu'elle va me rapporter de l'argent un jour. Voilà. J'ai encore de l'espoir. Hein, c'est bien. Parce que pour l'instant, pour l'instant, elle m'a coûté de l'argent. C'est évident qu'elle m'a toujours coûté de l'argent. Elle m'a coûté sa fabrication, elle m'a coûté des frais de procédure, bien malgré moi. Elle m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et voilà, non, le bilan est très déficitaire sur la Chouette d'Or. Voilà, mais l'histoire me console un peu. Et puis je vous dis, qui sait, un jour, elle va peut-être me rapporter de l'argent. Nous verrons bien. En 2014, la Chouette d'Or, la vraie, est dans un catalogue d'une salle de vente aux enchères, Drouot. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait là que j'ai souhaité la vendre. En réalité, cette démarche, elle avait un double but. La vendre accessoirement, mais je m'étais pas trop focalisé sur cet aspect des choses. En revanche, d'aucuns laissaient à penser que c'était peut-être une arnaque, que la Chouette d'Or n'existait pas vraiment, que voilà. Alors là, effectivement, elle est dans la Gazette Drouot. Donc on sait comment elle est, combien elle pèse, on connaît sa dimension, le nombre de diamants. Tout le monde la connaît, tout le monde a pu la voir. Elle a au moins une existence officielle. Donc depuis, j'ai une certaine tranquillité dans la mesure où on me demande plus si elle existe. On me demande juste où elle est. C'est mieux. Un beau jour, on a appris que la Chouette d'Or était en vente à Drouot, à Paris. Alors là, évidemment, on n'a pas été très contents. On a beaucoup bougé. Et effectivement, la vente a été annulée. Michel Becker a continué à récupérer la Chouette. Bon, donc c'est toujours lui qui l'a pour l'instant. Après tout, c'est normal aussi. Donc on a ce statu quo, que la Chouette elle est chez Michel Becker, qui sera, en principe, elle devrait être mise à Rochefort, parce que Michel Becker a eu un bail de 99 ans, grâce à ce bail sur un château d'eau. Grâce à ce bail, il va y faire son musée, hein, il va mettre toutes ses œuvres, il y aura une pièce qui sera réservée à la Chouette. Ce sera sympathique, parce qu'on pourra aller le voir. Voilà, on en est là. En 1993, elle valait combien? Elle valait sûrement déjà beaucoup d'argent. Je peux pas vous dire combien elle valait parce que je l'ai pas vendue, mais je peux vous dire combien elle m'a coûté, oui. Ce qui est pas tout à fait pareil. Elle m'a coûté, moi, 1 million de francs. Sa valeur marchande aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Le jour où elle sera trouvée, elle vaudra sûrement beaucoup plus cher que si je la vendais aujourd'hui, par exemple. Est-ce que vous avez déjà pensé au message que vous mettrez sur le forum de la communauté le jour où vous déterrerez la Chouette? Il y a une stratégie que j'utiliserai, que j'ai déjà utilisée d'ailleurs pour d'autres chasses. Mais pour la Chouette d'Or, ce sera à la puissance 10. C'est aucune communication avant d'avoir mis la contremarque en sécurité, d'être rentré chez moi et de m'être assuré que tout va bien. Et ensuite, je commencerai à communiquer. Je considère que lorsque on vient d'inventer un trésor qui a une grosse valeur, dès cet instant-là, vous êtes en état de moindre défense. D'abord parce qu'il vous encombre dans les mains, donc vous ne savez pas quoi en faire. Il faut le dissimuler à la vue des gens pour être tranquille. Vous serez tranquille que le jour où vous l'aurez mis dans un coffre.
Et si vous faites une annonce, vous êtes à 500 km de vos bases, vous savez pas ce qui peut vous arriver. Des gens peuvent partir à votre recherche, fracturer le coffre de votre voiture. Alors, c'est peut-être de la paranoïa, mais... Et le moment où vous communiquerez, ce sera avec quel mot? Bon, déjà, chers amis, par exemple, voyez, c'était pas plus compliqué que ça, c'était faisable. Alors bon, la chouette d'or, en plus, elle a une clause, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de communiquer les solutions avant 1 an. Parce qu'évidemment, à partir de là, vous avez tous vos amis qui vous harcèlent pour dire « alors c'était quoi, en fait, c'était quoi ?» Oui, mais j'ai pas le droit de le dire. Au niveau émotionnel, je pense que ça doit être un véritable cataclysme, une révolution dans le corps, dans l'esprit. Non mais c'est quelque chose, hein, de mettre fin au jeu. On doit être dans un état d'excitation absolue, dans l'euphorie, mais à la fois dans un stress pas possible. Il y a beaucoup d'ambivalence avec cette fin du jeu. À la fois on l'attend puis on la redoute. On l'attend parce que ça permettra enfin d'être au clair avec les solutions. Comme c'est un jeu où on n'a pas de validation d'énigme en énigme, c'est un peu compliqué. On chemine pas en aveugle, mais bon, il faut avoir beaucoup confiance en soi, en ses solutions. Et du coup, on aura connaissance des solutions. Ça va être un grand plus. Et puis aussi, on pourra enfin passer à autre chose. Parce que c'est quand même une activité très chronophage. Alors, on l'aime beaucoup, mais ça nous prend du temps. Même si la chouette est trouvée, on pourrait toujours faire, Mickey. Pas une confrérie des chouetteurs, mais toujours une réunion annuelle, puisque maintenant tout le monde se connaît, pour dire, voilà, c'est le premier anniversaire de la découverte de la chouette, 2e anniversaire, etc. Puis ensuite, maintenant les chouetteurs commencent à être âgés, donc ça évitera de creuser et d'avoir mal au dos. Et je ne sais pas, celui qui va trouver, s'il ne sera pas vu comme le méchant, celui qui a cassé le jeu, je ne sais pas. Ça risque d'être ça. Peut-être qu'en fait, il y a un chouetteur qui a trouvé la chouette et qui veut pas le dire pour que le jeu continue. Je crois pas, non. Parce que je vais être méchante là. Mais dans ce jeu, il y a beaucoup d'hommes avec un ego grand comme ça. Et donc ils sont tellement contents de montrer qu'ils ont trouvé la chouette qu'ils vont pas la garder pour eux. Mais si c'était une femme qui l'avait trouvée? C'est vrai que ça c'est peut-être un peu plus... Ça c'est possible, c'est un peu plus possible là. Oui. Mais bon, ça serait pas gentil. Il faudrait quand même le dire pour pas laisser chercher les autres pour rien. Hein. C'est pourtant pas dur, cette fois j'en suis sûr. Allez, un dernier essai de tous les chercheurs. Qui est le meilleur, moi ou bien un autre, enfin. Toi tu le sais, je te rêve toutes les nuits. Tu me pourris la vie, je te cherche comme un fou. C'était La Chouette d'Or ou Le Trésor Volatile, avec Lout, Devin, Champy, Lux, Laios, Emblon, Mickey et Piblo, Michel Becker et Patrick Schmoll. Merci à l'association des chercheurs de La Chouette d'Or, à Garp, à Yvon Crollet et à Anaël Simonet. Lecture, Serpentine Tessier et Jacques Poiterier. Prise de son Yann Frécy, mixage Claude Nior, archivina Hervé Evano, une histoire particulière, coordination Christine Bernard, attachée de production Pascaline Bonnet et avec la collaboration de Thibaut Terragnon. Un trésor pour l'éternité, Assia Khalid, Romain Weber. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Il sera question d'une autre énigme, celle d'une amie prodigieuse. Mais c'est une autre histoire.